Bonsoir à tous les téléspectateurs et bienvenue dans la bande. Ce soir, on parlera environnement. Comment préserver la beauté du paysage et de la flore endémique calédonienne tout en luttant contre le réchauffement climatique? C'est possible. Gildas Gatteblé, ingénieur en horticulture, mais aussi Tim Flannery, venu tout spécialement d'Australie pour nous parler du climat, nous donneront des réponses ce soir. Bonsoir Gildas. Bonsoir Océane. Et bienvenue dans la bande. Merci. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ici. Alors, ce n'est pas la première fois que vous participez au silo, puisque l'année dernière, vous avez reçu le prix Popeye pour ce très bel ouvrage, La flore ornementale de Nouvelle-Calédonie. C'est bien ça? C'est le seul ouvrage de ce type en Nouvelle-Calédonie? Oui, c'est le premier ouvrage de ce type de valorisation des plantes locales du pays à des fins ornementales en Nouvelle-Calédonie, puis c'est aussi un des premiers ouvrages français dans l'espace francophone, en Outre-mer notamment. Alors, c'est une vraie Bible et il y a 700 espèces, fiches par espèce, plus de 17 000 illustrations, 800 références bibliographiques, c'est énorme. Ça a pris 10 ans de recherche, ça s'est bien passé, c'est 10 ans? Oui, donc c'est entre une 15 et 20 ans de réflexion, de maturation, en termes de rédaction. Ça s'est étalé sur 2 ans, mais voilà, il a fallu capitaliser sur les connaissances, faire la bibliographie, faire les essais de multiplication de plantes, aller chercher des graines, des boutures dans les forêts sèches, dans les forêts humides, dans les maquis miniers, les mettre en culture, les tester et voir comment on pouvait les utiliser en jardin. Donc effectivement, ça demande un certain temps pour pouvoir faire passer au crible toutes les espèces à travers les différents cribles pour pouvoir effectivement avoir un rendu qui intéresse le grand public, les professionnels de la pépinière ou de l'aménagement paysager. Alors justement, moi j'ai quand même regardé cet ouvrage. Il y a des fougères, par exemple il y a le Podocarpus novae caledoniae. Oui. Alors les noms comme ça, c'est vous qui les trouvez, c'est des noms scientifiques? Donc c'est des noms scientifiques, hein, c'est les noms qui sont utilisés pour dialoguer dans le domaine scientifique, donc des noms latins avec le nom de genre et le nom d'espèce. Évidemment, pour un certain nombre de plantes, il n'y a pas de noms locaux, ni en langue vernaculaire, ni en français ou ni en anglais. Donc, c'est le seul moyen de pouvoir parler d'une entité biologique, c'est de lui donner un nom. Parce que la plupart des espèces étaient déjà répertoriées quelque part, en fait. Donc la plupart des espèces, enfin toutes les espèces sont des espèces, enfin la plupart des espèces sont des espèces qui sont déjà connues et décrites par la communauté scientifique. Quelques espèces sont nouvelles où je suis en train de travailler à la publication de ces nouvelles espèces pour leur donner un nom et une existence d'un point de vue scientifique, même si elles ont déjà une existence biologique sur le terrain. D'accord. Alors, toutes ces espèces-là, elles sont vraiment magnifiques. Il y a des fougères, des plantes comme les Oxera qui ressemblent un peu plus à des orchidées. Qu'est-ce que c'est vraiment les fleurs ornementales? Ornementales, qu'est-ce que c'est? Donc une plante ornementale, c'est une plante qu'on utilise pour faire joli, pour ornementer, pour orner, pour agrémenter un lieu de vie en général, un espace, que ce soit un jardin, un espace privé ou un espace public. Donc c'est vraiment un objectif de faire du beau, de mettre des belles plantes pour rendre le cadre de vie agréable. Et c'est important d'avoir un cadre de vie comme ici aujourd'hui qui est agréable. Alors valoriser justement... Les Oxera sont parmi mes plantes préférées parce que c'est un genre qui est presque exclusivement calédonien. Elles ressemblent un peu aux orchidées. Donc voilà, c'est vraiment des couleurs flashy. C'est vraiment un genre qui a plusieurs espèces d'intérêt ornemental assez fort. Que ce soit donc pour le marché local, mais aussi pour le marché international. Alors ces plantes-là, j'imagine qu'elles sont protégées. Et c'est l'association Endemia en Nouvelle-Calédonie qui s'occupe justement de gérer cette biodiversité calédonienne. Il y a toute une gradation d'échelle de menaces et de rareté. Donc la plante qu'on ne trouve que sur un site et qui est très menacée par le feu, par le cerf ou par l'industrie minière, donc c'est le rôle un peu de l'association Endemia et du comité d'experts de l'UICN de se donner un statut de menace des plantes. Oui, parce qu'il y a certaines, j'imagine, qui disparaissent. D'ailleurs, c'est Vincent, coordinateur à l'association Endemia, que nous avons rencontré au silo. Ils ont installé une exposition pour l'événement. Je vous propose de regarder ce reportage et on en reparle juste après. Were you involved with this exhibition? Est-ce que tu as été impliqué dans cette exposition? Oui. Yes. De photos. Ah, they're your photographs.
Fantastic. Amateur. No, no, professional. There is It's fantastic. a Cropogon, which is Vincent est ici pour guider les visiteurs curieux de cette nouvelle exposition de 21 panneaux mis en place pour le silo. Une exposition qui montre une vingtaine d'espèces des îles Bélèbes jusqu'à l'île des Pins. Ces différentes espèces doivent être préservées puisqu'elles sont endémiques et rares. D'une part, c'est sensibiliser un peu les Calédoniens à la richesse de la flore de Nouvelle-Calédonie. Donc maintenant, en Nouvelle-Calédonie, les gens savent ce qu'est une espèce endémique. La flore, c'est plus de 3000 espèces en Nouvelle-Calédonie, dont les 3/4 sont endémiques. Et si on prend un petit peu de recul, c'est aussi une espèce sur 100 au niveau mondial qui n'est présente que sur le territoire. Donc les Calédoniens ont une responsabilité pour mieux connaître et préserver toutes ces plantes. Et depuis 4 ans, du coup, on anime un groupe de botanistes qui parcourent le terrain pour faire un inventaire de la flore menacée. Donc des scientifiques, mais également des passionnés qui passent beaucoup de temps dans les forêts pour aller à la découverte, à la recherche de ces espèces menacées. Dominique fait partie de ces équipes de recherche. Pour lui, certaines plantes sont plus susceptibles de disparaître que d'autres. Je pense qu'il y en a quelques-unes où il reste quelques individus ou alors des petites populations. L'exemple de cette espèce, la Cropogon pagumenensis. Une petite population avait été trouvée de 20 individus. Oui, il y a aussi le Pittosporum thanianum. Voilà, donc cette espèce n'est connue que de l'îlot Le Prédour dans la baie de Saint-Vincent. Et à la dernière prospection qui a été faite sur cet îlot, un seul individu a été retrouvé sur les 3 qui étaient connus à l'origine des premiers inventaires. Donc cette photo-là montre les dernières fleurs qui ont été photographiées sur le seul individu connu. Donc voilà, si cet individu venait à mourir, cette espèce est rayée du monde entier. Alors Gildas, certaines plantes sont protégées et tendent à disparaître. C'est un petit peu l'objectif aussi de valoriser les jardins en multipliant ces fleurs ornementales pour leur permettre aussi d'être plus nombreuses. Oui. Donc après, dans les plantes qui sont menacées, qui sont en voie d'extinction en milieu naturel, il y a des plantes qui sont très jolies, qui vont être faciles à utiliser en tant que plantes ornementales et d'autres qui sont pas forcément très jolies, avec des toutes petites fleurs. Ou qui poussent très lentement d'ailleurs. Qui poussent très lentement. Donc effectivement, c'est pas parce que la plante est menacée qu'elle va être une bonne plante ornementale, et c'est pas parce que c'est une bonne plante ornementale qu'elle est menacée, inversement. Mais bon, effectivement, on a commencé au début avec le programme Forêt Sèche à travailler sur la Canavalia favieri ou la Turbina, qui sont des très belles plantes très menacées. Hein. Il y en a quasiment presque plus en milieu naturel. Elles sont quasiment disparues. Donc c'est vraiment des exemples typiques à la fois de plantes qui sont très rares et menacées, mais aussi des très belles plantes ornementales et qui poussent très bien en pépinière et en jardin. Alors moi, par exemple, parce que moi il y en a plein que je trouve qui sont magnifiques. Dans ton livre, tu indiques d'ailleurs comment s'en occuper, comment les valoriser à la maison, mais aussi leur habitat, où les trouver. C'est-à-dire que moi, je peux aller dans le Grand Sud, par exemple, et puis en cueillir pour les ramener à la maison, ou comment ça se passe? Non, l'objectif de... Je vais peut-être me faire taper sur les doigts. Voilà, donc l'objectif, c'est pas que le grand public il aille chercher sa plante, qu'il aille arracher à la baramine, comme on le voit souvent dans le sud. Parce que je me suis dit, à trouver dans le Grand Sud. Ouais. Tiens, la prochaine fois que je vais aller... Non, mais c'est toujours intéressant pour le jardinier amateur, ou pour le pépiniériste, ou le paysagiste, ou l'utilisateur final de la plante, de savoir quel est son milieu d'origine, pour savoir comment elle est exposée dans le milieu naturel, si elle est en plein soleil, si elle est à l'ombre, si elle est au bord d'un crique, si elle est en haut d'une montagne. Ça permet derrière de pouvoir adapter l'arrosage, la fertilisation, la taille en fonction justement de critères qu'on connaît dans le milieu naturel. Et donc il faut passer par vous, quoi. Ça se fait pas comme ça. Donc évidemment, les plantes, on ne peut pas aller les prélever dans la nature sans autorisation. Donc c'est les provinces qui sont compétentes en matière d'environnement, qui délivrent les autorisations de collecte. Pour faire toutes ces recherches-là, j'imagine que tu as dû aller dans 10 000 recoins de la Nouvelle-Calédonie, du pays. Et on t'avait suivi à Koumak d'ailleurs lors d'une de tes expéditions, je ne sais pas si tu te souviens. Je vous propose de regarder ce reportage qui a été fait à Koumak, et je peux vous dire qu'en plus d'être scientifique, il faut aussi être sportif. C'est tout de suite.
L'Oxera baladica, cette plante monocole en forme de palmier, est une espèce endémique rare de Nouvelle-Calédonie. Appelée aussi la fontaine d'or, on la trouve dans les forêts humides et dans le maquis minier. Cette plante, qui fleurit de septembre à décembre, est très prisée par des chercheurs japonais. 2 d'entre eux ont fait le déplacement en Nouvelle-Calédonie à cette occasion. Un projet d'étude de plus d'1 an sur l'Oxera baladica a été mis en place par l'Institut agronomique néo-calédonien en partenariat avec l'Université de Kyoto. L'étude sur l'Oxera baladica permettra à terme d'établir des mesures de conservation et d'apporter de nouveaux éléments et outils aux collectivités en charge de l'environnement. Cette plante, à fort potentiel ornemental, est menacée par les serres et l'exploitation minière. Il reste encore 2 à 3 ans à ces scientifiques pour découvrir tous les secrets de l'Oxera baladica. Alors Gildas, vous avez dû aller faire les recherches en forêt. Ça fait partie des tout premiers moments des recherches scientifiques pour récolter un peu toutes les informations sur la plante. J'imagine qu'il n'y a pas que ça qu'il faut faire. Oui, donc c'est ça, il faut identifier quelles sont les espèces qui peuvent avoir un intérêt ornemental et qui peuvent être cultivées. Donc après, il faut aller sur le terrain, les chercher, que ce soit les plantes de bord de mer, de mangroves, les plantes de forêt sèche. Quels sont les endroits les plus insolites? Les plus insolites. Après, voilà, je suis allé effectivement un peu partout sur la Grande Terre et sur les Loyautés, l'île des Pins et puis au Bélep. Il y a beaucoup d'endroits qui sont très intéressants et je pense que les coups de cœur en général, c'est là où on trouve des espèces qui ne sont pas connues pour la science, des espèces nouvelles. Par contre, vous pourrez juste les observer, mais du coup, vous ne pouvez pas les récupérer. Appelez d'abord la province ou la chambre de l'agriculture, c'est ça. Pour les autorisations de collecte, c'est les provinces, la province nord en l'occurrence ici. Merci Gildas du coup d'avoir fait partie de la bande. On a appris pas mal de choses sur ce beau bouquin avec toutes ces fleurs-là. Merci à qui vous. vont nous aider à valoriser nos jardins. On reçoit tout de suite Tim Flannery. Ce sera direction la plage. A tout de suite. Tim Flannery, cet homme de 61 ans, est un amoureux de la nature. Élu Australien de l'année en 2007, il est aujourd'hui un des Australiens les plus connus au monde. Infatigable militant écologiste, il est également président du Conseil de Copenhague sur le climat et fut longtemps conseiller auprès du Premier ministre de l'Australie méridionale sur le changement climatique. Mais ce n'est pas tout, puisqu'actuellement il est professeur à l'université de Macquarie en Australie. Il partage son temps libre entre la recherche, l'enseignement et le militantisme écologique. Avec plus d'une quinzaine d'ouvrages écrits, il a su faire réagir sur le climat et l'état de la planète. Son livre « Les faiseurs de pluie » paru en 2005 a fait de lui un alerteur sur le réchauffement climatique. Jusqu'à aujourd'hui, il a su sensibiliser et interpeller sur les conséquences de ces changements tout en proposant des solutions simples. Pour lui, il est encore possible de changer les choses au niveau de l'individu. C'est un engagement citoyen. Son dernier livre paru en 2015, « Sauver le climat », fait l'état des lieux des dégâts environnementaux actuels et à venir, ainsi que les différentes solutions pour éviter que cela empire. Un vrai super-héros pour la nature. Alors bonsoir Tim, bienvenue dans la bande. C'est un honneur de vous recevoir. On vient de voir votre portrait. Vous êtes un grand homme quand même, reconnu vraiment en Australie. Merci d'être là avec nous. Ce n'est pas la première fois que vous venez en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que vous pensez de notre île? Pour moi, c'est l'endroit le plus beau du monde. Depuis 30 ans que je viens ici, j'aime. C'est la même chose qu'en Australie ou pas? Un peu, oui, mais la flore ici, elle est énorme, elle est très riche. Pour moi, c'est fabuleux. Ça m'émerveille. Alors, une végétation qu'il faut protéger. D'ailleurs, ici, on essaye de la protéger au maximum. Vous êtes un défenseur, un militant écologique, comme on vient de le voir, et vous avez écrit votre dernier ouvrage « Sauver le climat » en 2015. D'ailleurs, on voit bien que le thermomètre doit se transformer en fleurs. C'est bien qu'il y a encore des solutions pour sauver le climat. Alors, vous parlez des conséquences du réchauffement climatique, mais aussi des solutions, parce qu'heureusement, il y en a. Vous avez prédit, puisque vous êtes un peu comme un voyant, un gourou, si on peut dire ça comme ça. J'étais vraiment impressionnée, parce qu'à la page 53, vous dites « Le rapport
d'évaluation nationale américain résumait en ces termes la situation en Amérique du Nord. D'ici la fin du siècle, les modèles projettent en moyenne une augmentation en nombre des ouragans les plus puissants, catégorie 4 et 5. Donc c'est vraiment un peu ce qui s'est passé aux Antilles, c'est-à-dire qu'il y a eu des ouragans en catégorie 5. Est-ce qu'il peut y avoir des catégories au-dessus? Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est une tragédie d'avoir vu ça, que mes prévisions sont devenues réalité, avec ces énormes cyclones qui se suivent, qui ont causé des dégâts énormes dans les Caraïbes. Et j'ai peur de ce développement. Et je vois qu'on va avoir des catégories 6. Pouvez-vous imaginer un cyclone de cette catégorie, grand et très très fort, qui va causer des dégâts dans les zones populées? Tornade, catégorie 6, il ne resterait plus rien. On n'a pas vu ça encore, hein, mais on sait que ça va arriver. C'est une des conséquences du réchauffement climatique. Oui, c'est une conséquence du réchauffement climatique. Le réchauffement de l'eau qui va créer de l'énergie pour nourrir ces énormes cyclones. Alors à la page 56, vous parlez des climato-sceptiques et vous dites « Les climato-sceptiques ont alors manipulé les chiffres bruts à des fins trompeuses pour faire croire que le GIEC avait révisé la hausse du niveau des mers à la baisse. » C'est-à-dire que les climato-sceptiques en fait essayent de modifier un petit peu les chiffres pour faire croire qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter en fait. Certains gens croient que la Terre est plate. Vous voyez, non, il y a un problème là. Mais les preuves, ils sont là, tout le monde peut le voir. Si vous ouvrez les yeux, vous le voyez. Pourtant, il est vraiment temps de se rendre compte des choses. D'ailleurs, les îles font partie des premières touchées par le réchauffement climatique. Je vous propose, avant que l'on continue, de regarder un reportage qui a été réalisé par TNTV, la télé à Tahiti. Une vidéo sur le réchauffement climatique. Ça choque quand même. Regardons ces images et on en reparle juste après. Tuvalu a déjà perdu beaucoup de terre et la destruction du corail altère les stocks de poissons. À Tuvalu, on creuse le lagon pour remblayer l'île. Et pour son Premier ministre, la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord de Paris et de limiter sa contribution au Fonds vert est une catastrophe. But it is so unfortunate that Donald, this new guy, is saying this type of things because it's not helpful. We cannot just continue to look at this as destructive. We must find ways to work together with the U.S. Because the U.S., the American people, they are also Tuvaluan people there. And Tuvalu, there are Americans there living in Tuvalu. Likewise in Tahiti and in Samoa, everywhere. We are all the same people. That guy doesn't know those things, but we have to remind him. Sous Barack Obama, les États-Unis s'étaient engagés à verser 3 milliards de dollars au Fonds vert pour l'environnement et avaient déjà fourni 1 milliard. L'arrêt du financement américain est donc une perte énorme pour toutes ces îles qui comptaient sur ce fonds pour se protéger. D'autant plus que d'autres pays pourraient suivre cet exemple et refuser de payer pour l'avenir de l'humanité. Au forum, nous demandons aux représentants américains pourquoi ils ne contribuent plus au Fonds vert depuis l'élection de Trump. La réponse est évasive. Well, we've, I think, as I mentioned, already provided $1 billion to the Green Climate Fund and have a seat on the board. As for what's going to happen in the future, I think we'll just have to see. Mais les leaders que nous avons rencontrés se méfient de Donald Trump. Longtemps boudé dans le Pacifique, la France arrive à point nommé. Je suis frappé de voir à quel point il y a un désir de France. On mène une politique pour la gestion des déchets ou de l'eau ou la préservation de la biodiversité. Ici, en plein milieu de cet océan Pacifique, et c'est financé par le contribuable français via le ministère de la Transition écologique et solidaire. En voilà un seul exemple, il y en a beaucoup d'autres. Les îles profitent du forum pour solliciter l'aide de toutes les grandes puissances. En retour, elles tentent d'asseoir leur influence dans le Pacifique. Mais le financement du développement durable peut aussi venir des entreprises. Aux États-Unis, elles prennent déjà le relais de leur président climato-sceptique. Alors on vient de voir dans ce reportage, la mer continue de monter, il y a des îles qui risquent de disparaître. Donc c'est vraiment quand même des conséquences graves. En plus des ouragans de plus en plus forts qui risquent aussi de toucher la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'ici c'est des cyclones, mais finalement c'est pareil, c'est des ouragans. Des nations entières vont disparaître. On n'a jamais vu ça avant. Les atolls
coralliens qui constituent des nations, ils vont disparaître. Ça va être une grande tragédie. Mais on peut le prévenir si on réagit maintenant. Je suis convaincu qu'on peut changer ça, qu'on peut empêcher les conséquences les plus graves. On peut faire quelque chose. Donc du coup, en parlant d'autres conséquences qui concernent aussi le pays, vous parlez de la sécheresse. D'ailleurs, on est vraiment concerné par la sécheresse ici. Sur la route, vous avez dû voir un petit peu que tout autour de nous, tout est sec. En plus, on a des feux, on perd pas mal de plantes endémiques, la végétation est complètement détruite. Ça risque de s'empirer. L'échelle des dégâts, on peut toujours contrôler. On peut améliorer la situation. D'abord, par exemple, il ne faut pas faire du feu dans les saisons de sécheresse. Si on fait du feu, on cause encore plus de dégâts. Deuxièmement, il faut arrêter d'utiliser des carburants. Il faut réduire le taux de carbone dans l'atmosphère. Et ça peut nous aider de réduire les impacts des conséquences. So you think it's still time to act? Alors il est temps, il faut contrôler pour éviter qu'il y ait des feux à tir-larigot. Et pour la dengue, par contre, parce qu'on a déjà eu une dizaine de morts de la dengue ici en Nouvelle-Calédonie cette année, on a peur de cette épidémie-là. Est-ce que ça risque de s'empirer avec les grosses pluies? Oui, vous êtes juste au bord de la région tropicale. Et je pense que ces maladies vont arriver à s'installer sur Calédonie. On a combien de temps à peu près pour réagir? C'est à peine quelques années. Et il faut agir le plus vite possible. Et la première chose, c'est d'arrêter d'utiliser des carburants. Je vois qu'ici à Nouméa, vous avez la SLN avec des carburants fossiles pour produire de l'énergie, utiliser du charbon. C'est mauvais. Il faut utiliser le soleil, qui est une source inépuisable et elle est gratuite. Des nouvelles technologies existent. Donc la Nouvelle-Calédonie doit changer rapidement en utilisant des énergies renouvelables. D'accord, utiliser les nouvelles technologies et ce qui nous entoure. En tout cas, je vous propose de regarder ce reportage puisqu'on a suivi des enfants du silo. Ils ont des solutions à nous proposer, qu'elles soient bonnes ou pas. En tout cas, des fois, il faut quand même écouter les enfants. Je vous propose de regarder ce reportage et on revient juste après. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour protéger les plantes ou même la nature, la mer? On met des pancartes. Je suis prête à venir à l'école à plusieurs. Alors toi, est-ce que tu aurais des solutions pour lutter justement contre le réchauffement climatique? Arrêter de brûler les montagnes et puis faire moins de pollution. Bonjour. Bonjour. Alors quelles seraient les solutions pour par exemple avoir plus d'oxygène ou éviter qu'il y ait trop de pollution ou trop de réchauffement climatique? Il faudrait arrêter les voitures, ce qui s'agit de l'essence, et tout ce qui est par rapport à la voiture, les bateaux. Est-ce qu'il y a autre chose d'après toi qu'on pourrait faire par rapport au nickel? Il faudrait qu'ils arrêtent de jeter leurs déchets dans la mer, tout ça, et arrêter de faire leur dépotoir dans la nature parce que c'est pas fait pour mettre nos déchets. Il y a des poubelles exprès. Protégeons la nature. Alors les enfants, l'individu, chacun à notre niveau, on peut apporter des solutions déjà au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Oui, c'est vrai, tout à fait. Il y a des opportunités ici, à côté de l'océan. Je pense que la permaculture dans la mer peut être une grande partie de la solution. Ça peut produire de la nourriture, capturer du carbone, en utilisant des algues. Ça, c'est une vraie possibilité. Avec les algues, qu'est-ce qu'on pourrait faire exactement? Il y a déjà en construction des farms pour des algues, élever des algues pour nourrir les poissons, pour produire de la nourriture et capturer du carbone de l'atmosphère.
C'est une opportunité très très intéressante pour le Pacifique parce que tout autour il y a des eaux très profondes. Les algues captent le carbone et se déplacent vers le fond. L'algue est un capteur de carbone très très efficace. Ça pousse jusqu'à 15 fois plus vite qu'une plante sur la Terre et c'est l'algue tombe au fond de l'océan. Elle est enlevée de circuit. Vous n'êtes quand même pas venu seul ici, Team Flannery, puisque votre femme a été aussi invitée au silo. Kate Holden, tous les deux vous écrivez. On va la recevoir tout de suite, d'ailleurs avec nous. Kate Holden. Alors vous écrivez tous les deux, pas dans le même domaine. Vous, la littérature, alors votre livre quand même, Dans ma peau, mémoire d'une prostituée. On peut le retrouver d'ailleurs le bouquin à la librairie et l'acheter. C'est un livre qui a été libérateur, si on peut dire. C'est l'écriture qui vous a libéré. C'est important pour moi d'expliquer ce qu'est une prostituée. Ce n'est pas ce que les gens pensent. J'étais une personne normale, ordinaire. J'ai commencé ce travail et c'était pour moi une sorte d'éducation. Donc, je voulais écrire un livre sur ce qui était une prostituée et pour aider les gens à comprendre. Oui, je suis très contente. Je ne suis jamais venue en Nouvelle-Calédonie. C'est tellement beau, c'est pas comme Melbourne, c'est complètement différent de l'Australie. Et ils sont très gentils et je suis contente de rencontrer les autres auteurs et écrivains et les lecteurs. Thank you. Merci beaucoup, Ossia. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Merci. Quant à nous, on se retrouvera demain pour une nouvelle édition spéciale dans Bienvenue dans la bande. Nous irons à la rencontre de Marcel Melterorong, originaire du Vanuatu, et Titawa Peo, originaire de Tahiti. Leurs écritures se croisent et on finira le week-end en musique avec Bastien Lallemand qui nous fera découvrir les siestes acoustiques. À demain.